Donc, on va commencer cette présentation de la loi de finances et des actualités sociales. La loi de finances vous sera présentée par Madame Pauline Massé et moi-même, donc Cyril Charer. Et les actualités sociales seront présentées à la fin de la présentation de la loi de finances par Madame Muriel Martinel-Villeman. Alors, cette loi de finances est adoptée dans un contexte un petit peu particulier. Tout d'abord, on a toujours le contexte du Covid qui continue. Donc, c'est la deuxième loi qui est présentée finalement dans ce contexte Covid. Et c'est également la dernière loi de finances du quinquennat. Donc, c'est une loi de finances qui est en pleine période d'élection présidentielle. Donc, habituellement, les lois de finances, lors des élections présidentielles, sont toujours des petites lois de finances et celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc, on n'aura pas beaucoup de mesures. Bonjour. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous entendez ou il y a des soucis? Je crois qu'il y a un problème de partage. Mais en fait, je surtout. Je vous entends bien. Est-ce que vous voyez les slides encore? Il y a un écran devant. Ok, d'accord, parfait. Merci beaucoup. Ok, donc je continue. Si vous voyez bien les slides, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez plus les slides ou si vous entendez pas. Donc, je disais, cette loi de finances ne présente pas de changement majeur en matière de fiscalité. Ce sont des petites mesures à la marge. Globalement, ce sont des mises en conformité avec le droit de l'Union européenne, par exemple en matière de déclaration d'échange de biens, de la légalisation de positions qui ont été prises par l'administration fiscale. Je pense là, par exemple, au report en arrière des déficits ou au crédit d'impôt sur les services à la personne. Et évidemment, en période Covid, des mesures de soutien à l'activité, notamment en ce qui concerne l'amortissement du fonds de commerce. Donc, toutes ces mesures vous seront présentées. Le Conseil constitutionnel a été bien sûr saisi de cette loi de finances et il y a eu quelques dispositions, une dizaine, qui ont été censurées parce qu'elles ont été qualifiées de cavaliers budgétaires. Alors, pour votre information, un cavalier budgétaire, ça veut dire que ce sont des dispositions qui n'ont rien à voir avec le budget de l'État et donc qui n'ont rien à faire dans une loi de finances. Un exemple de mesure, par exemple, il y avait dans la loi de finances l'autorisation pour le comité d'organisation des Jeux olympiques d'exercer les droits et actions découlant des emblèmes des JO. Et évidemment, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition parce que ça n'a aucun rapport avec le budget de l'État. Donc, on va présenter les mesures. Alors, tout d'abord, l'entrée en vigueur des mesures. Globalement, la majorité des mesures entrent en vigueur à compter des exercices clos au 31 décembre 2021 pour tout ce qui concerne les résultats des entreprises. Sinon, ce sont les revenus 2022 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les autres dispositions, sauf exception, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022. Pour toutes les dispositions, on précisera quand même l'entrée en vigueur, comme ça vous êtes au courant, vu que certaines quand même sont prévues plus tard dans le temps. On va commencer cette présentation par les mesures qui concernent les entreprises et après on continuera avec les mesures concernant les particuliers. Alors tout d'abord, on fait un petit rappel de la poursuite de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Alors ce n'est pas une mesure qui est prise dans le cadre de la loi de finances, rien n'est changé, donc ça a déjà été voté et la loi de finances ne modifie rien. Comme vous le savez, depuis 2018, il y a une baisse progressive de l'impôt sur les sociétés. Donc, en 2021, on a un taux d'impôt sur les sociétés qui est de 26,5%, sauf pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros.
À partir de 2022, l'impôt sur les sociétés est harmonisé et il est désormais de 25% pour l'ensemble des entreprises. Évidemment, il y a toujours le taux réduit de 15% pour les petites entreprises sur une première partie des bénéfices jusqu'à 38 120 €. Alors, la première mesure qu'on vous présente dans le cadre de cette loi de finances, c'est l'imputation en arrière des déficits. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, il y a deux dispositifs pour imputer les déficits. Soit on les reporte en avance. Ce report est illimité dans le temps, mais par contre, dans le montant, il est illimité à 1 million d'euros ou majoré de 50% de la fraction des bénéfices excédant 1 million d'euros. Sinon, vous pouvez effectuer un report en arrière, donc sur le bénéfice de l'exercice précédent, et celui-ci est limité au montant le plus faible entre le bénéfice de l'exercice et 1 million d'euros. Et la base d'imputation sur ces bénéfices, de ces déficits sur ce bénéfice est aujourd'hui minorée des distributions qui sont prélevées sur ces bénéfices. Et ils ne peuvent pas s'appliquer non plus sur la fraction de bénéfices qui est exonérée d'impôt sur les sociétés en application de certains dispositifs, ou sur la fraction de bénéfices dont l'IS a été payé au moyen de crédit d'impôt. Et donc la loi de finances ajoute encore une exclusion. En plus de la fraction d'IS payée au moyen de crédit d'impôt, on exclut également la fraction d'IS payée la fraction de bénéfice, payée au moyen de réduction d'impôt. On vise dans ce cas-là actuellement 3 réductions d'impôt: les réductions d'impôt mécénat, la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse et la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos. Alors, il s'agit tout simplement d'une légalisation d'une position de l'administration fiscale qu'elle avait prise lors d'un rescrit. L'administration fiscale avait déjà considéré qu'on ne pouvait pas imputer les déficits sur la fraction de bénéfices payée au moyen de réduction d'impôt, mais on n'avait pas de disposition légale, et donc voilà, la position de l'administration fiscale finalement est légalisée par cet article de la loi de finances. Il est également prévu une modification, une évolution du crédit d'impôt innovation. Alors, sont visées par ce crédit d'impôt, pour rappel, les opérations de conception de prototypes de produits nouveaux ou d'installations pilotes. Ces dépenses d'innovation qui sont réalisées par les PME au sens du droit communautaire ouvrent droit à un crédit d'impôt pour 20% des dépenses en métropole et 40% des dépenses dans les DOM. Les dépenses exigibles sont plafonnées à 400 000 € et donc on a un crédit d'impôt maximum qui est de 80 000 € actuellement. Alors, initialement, il y avait un système forfaitaire qui permettait de prendre en compte les dépenses de fonctionnement dans les dépenses éligibles ouvrant droit au crédit d'impôt. Cela était contraire à la réglementation européenne en matière d'aide d'État, donc il a été décidé finalement d'adapter le dispositif afin de se mettre en conformité avec les normes européennes. Donc, ce système forfaitaire des dépenses de fonctionnement est désormais supprimé. En contrepartie de cette suppression, on prévoit une augmentation du taux du crédit d'impôt. Désormais, le crédit d'impôt est porté à 30% au lieu de 20% des dépenses éligibles en métropole et de 40% à 60% pour les dépenses éligibles dans les DOM. Donc le seuil maximal, lui, reste le même, mais le crédit d'impôt maximum est porté maintenant à 120 000 € au lieu de 80 000 € pour les dépenses en métropole. On a également une prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 et ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2021. On a également la création d'un nouveau crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt collaboration recherche. Alors, pourquoi ce crédit d'impôt a été créé? C'est qu'à compter du 1er janvier 2022, on a un alignement du traitement des dépenses qui sont externalisées auprès des organismes publics sur celui des dépenses externalisées auprès d'organismes privés. Initialement, les dépenses qui étaient externalisées auprès d'organismes publics pouvaient être multipliées par 2 dans le crédit d'impôt recherche. Donc, afin de favoriser toujours les dépenses de recherche et les partenariats publics-privés, il a été décidé de créer ce
ce crédit d'impôt, ce nouveau crédit d'impôt collaboration en recherche. Donc, quel est le principe? Donc, l'objectif de ce crédit d'impôt, c'est vraiment un système de collaboration entre le laboratoire de recherche, qu'il soit public ou privé, qui doit être agrémenté par le ministère de l'Enseignement supérieur, et donc l'entreprise qui souhaite effectuer les travaux de recherche. Ça doit être une vraie collaboration, ça ne doit pas être une sous-traitance. C'est-à-dire qu'il faut un portage commun du projet de recherche par l'entreprise et l'organisme de recherche. Les deux entreprises, enfin l'entreprise et l'organisme de recherche doivent supporter ensemble les risques et bénéficient ensemble des résultats. Il n'y a pas une sous-traitance des travaux de recherche. Le contrat de collaboration, il doit être conclu avant tout commencement des travaux de recherche. Il doit prévoir une facturation des dépenses à leur coût de revient. Il doit fixer l'objectif commun qui est poursuivi plus la répartition des travaux de recherche. Il doit également prévoir que les dépenses facturées ne peuvent excéder 90% des dépenses totales du projet et ils doivent permettre aux organismes de recherche de publier les résultats de leur recherche. Donc, il est important que ce contrat soit souscrit avant tout début de travaux pour bénéficier vraiment de ce crédit d'impôt. Le taux de ce crédit d'impôt, il est de 40% donc des dépenses engagées, avec un plafond limité à 6 millions. Il est de 40% pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des PME qui répondent à la définition communautaire. Là, il est majoré et il est de 50%. Évidemment, les dépenses qui ouvrent droit à ce crédit d'impôt ne peuvent pas également bénéficier du crédit d'impôt recherche. Il faudra choisir entre le crédit d'impôt collaboration ou le crédit d'impôt recherche. Et donc, cette mesure commence pour tous les contrats de collaboration qui sont conclus à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Une autre petite mesure en soutien à l'économie, c'est le doublement du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. Alors, il a été mis en place ce crédit d'impôt pour inciter les dirigeants de petites entreprises à se former, notamment pendant les périodes de confinement. Aujourd'hui, ce crédit d'impôt est égal au nombre d'heures de formation multiplié par le taux du SMIC. À partir de janvier 2022, c'est toujours la même règle de calcul, c'est le nombre d'heures de formation, toujours limité à 40 heures dans l'année, fois le taux du SMIC, fois 2. Donc, les entreprises qui sont concernées, ce sont les petites entreprises, donc celles qui ont un effectif salarial inférieur à 10 et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions. Cette mesure s'applique dès le 1er janvier 2022. Quelque chose à Lisbonne, je ne sais plus ce que c'est. Non, c'est pas des biens, c'est l'état civil. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc les heures qui sont concernées sont les heures de formation qui sont effectuées pour toute l'année 2022, donc à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022. Et ce dispositif devrait se terminer au 31 décembre 2022, vu que la loi de finances ne prévoit pas de prorogation de ces dispositifs. Voilà, je passe pour les autres dispositions concernant les entreprises, la parole à ma collègue Pauline Massé. Bonjour à tous. Alors, nous allons maintenant aborder le traitement fiscal du fonds commercial. Alors, pour mémoire, le fonds commercial est une composante du fonds de commerce. En substance, donc le fonds commercial est un actif incorporel composé principalement de la clientèle, l'enseigne, le non commercial ou encore les parts de marché. Comptablement, en principe, le fonds commercial acquis n'est pas amortissable, sauf lorsqu'il existe une limite prévisible à l'exploitation de ce fonds. Dans ce cas, le fonds commercial est amortissable soit sur sa durée d'utilisation prévisible, soit sur 10 ans. Étant précisé donc, que par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent sur option amortir leurs fonds commerciaux acquis sur une durée forfaitaire de 10 ans sans avoir à démontrer que sa durée d'exploitation est limitée. En revanche, donc, du point de vue fiscal, l'amortissement du fonds commercial acquis qui aura été comptabilisé n'est pas déductible.
Alors, la loi de finances pour 2022, justement, aligne à titre temporaire le traitement fiscal sur le traitement comptable en autorisant donc les entreprises à déduire de leurs revenus imposables l'amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, cette mesure de faveur ne s'applique en revanche pas aux artisans et aux entreprises relevant des BNC. Alors, nous allons maintenant voir l'abattement fixe donc, des dirigeants partant à la retraite qui a été prorogé et aménagé par la loi de finances pour 2022. Donc, pour mémoire, les gains réalisés donc, par les dirigeants de PME soumises à l'IS qui cèdent les titres de leur entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient d'ailleurs donc, les modalités d'imposition de ces gains, donc soit selon le PFU, soit le barème progressif de l'IR. Donc, le terme de ce dispositif était fixé initialement au 31 décembre 2022. La loi de finances pour 2022 proroge ce dispositif de 2 ans. Ainsi, l'abattement fixe de 500 000 € est donc applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit notamment cesser donc toute fonction dans son entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession de ses titres. Afin de tenir compte du contexte lié à la pandémie du Covid, ce délai de 2 ans a été porté à 3 ans pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, lorsque bien sûr ce départ à la retraite précède la cession. Alors, à noter que cette mesure de faveur est également applicable aux entrepreneurs individuels et aux associés de sociétés de personnes. Alors, la loi de finances rehausse également les plafonds d'exonération des plus-values de cession d'entreprises individuelles. Donc les plafonds des dispositifs d'exonération des plus-values réalisés à l'occasion de la transmission d'entreprises individuelles ou d'une branche complète d'activité sont rehaussés. Donc, on passe ainsi à un seuil de 500 000 € au lieu de 300 000 pour une exonération totale et à un seuil de 1 million d'euros au lieu de 500 000 € pour une exonération partielle. En revanche, la loi de finances modifie les modalités d'appréciation de la valeur des actifs transmis, seront ainsi dorénavant compris dans la valeur à retenir pour l'appréciation des nouveaux seuils de 500 000 € et 1 million d'euros, notamment les stocks, mais également les éventuels immeubles qui auront été transmis. Alors, les entrepreneurs individuels auront dorénavant la possibilité d'opter pour l'IS sans avoir à choisir au préalable la forme juridique de l'EURL. Pour mémoire, le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante prévoit un statut unique de l'entrepreneur individuel. Ce projet, donc, qui a déjà été adopté par le Sénat, est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Donc, à compter de l'entrée en vigueur de ce nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel, celui-ci pourra, sans avoir à modifier son statut juridique, opter pour l'IS en optant pour son assimilation à une EURL ou EARL lorsque l'activité exercée est de nature agricole. Donc, le champ d'application de cette mesure s'adresse aux entrepreneurs individuels exerçant une activité dans la catégorie des BIC, des BNC ou encore des bénéfices agricoles. Ces entrepreneurs devront relever du régime réel d'imposition, soit de plein droit, soit sur option. En revanche, donc, les modalités d'exercice de cette option pour leur assimilation à l'EURL restent encore à définir par décret. Les conséquences fiscales de l'option pour l'assimilation à une EURL sont les suivantes. Donc, celle d'une cessation d'entreprise,
Alors à ce titre, les commentaires de l'administration fiscale sont attendus afin notamment de savoir si les dispositifs d'exonération et d'abattement prévus aux articles 151 septies et suivants et 151 octies seraient applicables dans ce cas. En revanche, on sait d'ores et déjà que le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel bénéficieront des dispositions de l'article 151 sexies du CGI, donc qui est le régime dit des biens migrants, donc qui permet de reporter l'imposition des plus-values jusqu'à la cession des biens. Par ailleurs, la loi de finances précise donc que cette option pour l'assimilation à une EURL entraîne donc de plein droit option pour l'assujettissement à l'IS qui sera irrévocable au bout de 5 ans. Alors, parmi les autres mesures intéressantes, donc les options pour le régime de l'impôt sur les sociétés, le délai accordé donc, aux entreprises qui relèvent du régime micro-BIC pour opter pour le régime réel a été allongé par la loi de finances. Ainsi, ce délai d'option court donc, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble de résultats, soit en mai-juin de l'année N. Donc, le délai accordé aux entreprises qui relèvent, elles, sur option du régime réel, donc pour renoncer à cette option, est également allongé. Ainsi, donc, une entreprise qui souhaiterait être soumise au régime micro au titre d'une année N peut renoncer à son option pour le régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'année N-1, donc souscrite au mois de mai-juin de l'année N. Donc, je laisse dorénavant donc, la parole à Monsieur Scharrer pour vous présenter les mesures relatives à la TVA. Oui, alors maintenant, nous allons continuer avec quelques petites mesures concernant la TVA. Là encore, c'est beaucoup d'adaptations suite à des dispositions européennes qui ont été modifiées ou de la jurisprudence. Néanmoins, certaines de ces modifications vont avoir un réel impact pour les entreprises et donc on va y revenir. Alors, la première disposition découle d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes qui a déclaré que le droit français n'était pas en conformité avec le droit de l'Union européenne concernant l'exigibilité de la TVA. Alors, pour rappel, aujourd'hui, la TVA est exigible pour les ventes de biens lors de la livraison des biens, c'est-à-dire lors du transfert comme un propriétaire de la marchandise à l'acquéreur. C'est à ce moment-là uniquement que la TVA est due. Pour les prestations de services, en principe, c'est au moment de l'encaissement du prix ou des acomptes. Je vous rappelle que lorsque la TVA devient déductible chez l'acquéreur au moment où elle devient exigible chez le prestataire ou le livreur des biens. Dans l'arrêt donc de Nantes de 2021, la Cour administrative d'appel a estimé que le fait qu'un acquéreur d'un bien ne puisse pas déduire la TVA payée au moment des acomptes était contraire au droit de l'Union européenne. L'administration fiscale, en fait, considérait que lorsqu'une entreprise payait un acompte pour une livraison de biens, il ne pouvait déduire la TVA qu'au moment de la livraison de biens, donc bien après le paiement de l'acompte. Et donc, l'administration a été déboutée et donc il a été décidé, dans le cadre de la loi de finances, de mettre le droit français en conformité avec la législation européenne. Donc, à partir de maintenant, les acomptes qui seront versés dans le cadre des ventes de biens seront immédiatement imposables, exigibles. La TVA sera immédiatement exigible et donc, pour le client, la TVA sera également immédiatement déductible. Alors, il faut quand même deux conditions qui sont fixées par la Cour de justice de l'Union européenne pour que les acomptes pour que la TVA sur les acomptes pour les livraisons de biens soit immédiatement exigible. Il faut premièrement que les éléments de la future livraison soient connus
dès à présent, donc c'est-à-dire le taux de TVA, la nature des biens, et il faut que la livraison ne soit pas incertaine. Alors le législateur a indiqué, afin que les contribuables puissent mettre notamment leur matériel informatique en conformité, de décaler cette mesure dans le temps, et il prévoit une entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2023. Donc voilà, là on aura finalement on aura la même date d'exigibilité pour les acomptes concernant la vente des biens et les prestations de services. Une autre mesure finalement qui est relativement simple concernant le taux réduit pour les biens de protection contre la Covid-19. Comme vous savez, dès aujourd'hui, les masques et produits d'hygiène corporelle qui sont adaptés à la lutte contre le Covid bénéficient du taux réduit de 5,5%. Initialement, cette mesure devait s'arrêter au 31 décembre 2021 et la loi de finances, étant donné que nous sommes toujours en période pandémique, a décidé de prolonger finalement l'application de ce taux réduit jusqu'au 31 décembre 2022. Il y a également une modification des règles de taux concernant l'agroalimentaire. Comme vous savez, aujourd'hui, les produits et les boissons destinées à l'alimentation humaine sont par principe imposés au taux de 5,5% à la TVA. Évidemment, il y a des exceptions, notamment tout ce qui concerne les alcools, le chocolat par exemple, le caviar. En revanche, ce taux réduit s'appliquait uniquement pour les produits qui pouvaient être consommés immédiatement par l'être humain. Le taux de 10%, lui, s'appliquait aux produits d'origine agricole qui n'avaient pas subi de transformation, même s'ils étaient destinés finalement à la préparation des denrées alimentaires pour les êtres humains. Oui. Donc, on avait une application différente dans le temps dans la chaîne de production du taux de TVA. Au début, on avait 10% et après, lors de la vente finale du produit, on avait un taux de 5,5% qui était applicable. Aujourd'hui, il est décidé de changer ces règles à partir du 1er janvier 2022 et d'appliquer le taux de 5,5% pendant toutes les étapes de leur production. Donc, dès lors que les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ils relèvent du taux réduit de 5,5%, et ce, quelles que soient les étapes de leur production. En revanche, si les produits sont destinés à la consommation animale, le taux de 10% est applicable. De même, les produits qui sont destinés à être utilisés dans la production agricole sont également soumis au taux de 10%. Donc il faudra désormais prendre en compte la destination du bien dès l'origine finalement de la vente de la marchandise. Et on appliquera 5,5 si c'est à destination d'une alimentation humaine et 10% dans tous les autres cas. Une dernière petite mesure en matière de TVA également concerne les bons à usage multiple. Alors, il faut faire un petit rappel sur les bons à usage multiple. On vise essentiellement les chèques cadeaux. Donc, on a deux types de bons aujourd'hui en matière de TVA. On a d'abord les bons à usage unique. C'est lorsque le lieu de la livraison des biens ou de la prestation service à laquelle se rapporte le bon et la TVA due sur cette prestation sont connus au moment de l'émission du bon. Dans ce cas-là, c'est facile, la TVA est due au moment de l'émission du bon, c'est-à-dire lorsque le prestataire vend le bon au client. Donc un bon à usage unique, c'est par exemple lorsque l'on achète un bon pour faire un tour de voiture sur un circuit, on connaît le lieu du circuit, la France, on sait quelle sera la prestation, le taux de TVA applicable, c'est un bon à usage unique. Les autres bons, ce sont les bons dont on ne connaît pas forcément le taux de TVA applicable, ni le lieu de la prestation de service. Donc, ce sont des chèques cadeaux séjour bien-être, par exemple, qui sont applicables dans plusieurs pays de l'Union européenne. Dans ce cas-là, on ne sait pas quel est le taux de TVA qu'on peut appliquer sur ces bons. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'il n'y a pas d'information concernant la prestation de service applicable, la loi de finances prévoit que la TVA est calculée en dedans sur le bon. Donc, on devra effectuer, la TVA, la base d'imposition de la TVA est égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usage multiple, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés et aux services fournis. Donc, on calcule, voilà, on n'avait pas, initialement, la doctrine administrative et la loi ne prévoyaient pas la base imposable de la TVA, et donc on vient corriger cela suite à une demande de la Commission européenne, et donc désormais on connaît la base d'imposition
en l'absence d'informations sur les prestations de services, mais on calcule la TVA en dedans. Là aussi, c'est une disposition pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne qui a été modifiée. Autrefois, vous saviez, nous avions une seule déclaration d'échange de biens. Et cette déclaration d'échange de biens avait deux objectifs. Premièrement, elle servait pour les données statistiques des douanes. Donc les douanes utilisaient les informations collectées. Mais ça servait également à l'administration fiscale pour vérifier les règles appliquées. Et donc, il y avait une corrélation finalement entre la DEB et les CA3 déposés par les entreprises. En effet, comme vous le savez, désormais, pour qu'une livraison intracommunautaire soit exonérée de TVA, il est obligatoire de souscrire une déclaration d'échange de biens. Donc, une livraison intracommunautaire, je le rappelle, c'est lorsqu'un bien est vendu par de France à destination d'un autre pays de l'Union européenne, à destination d'une personne assujettie à la TVA. Si on ne souscrit pas de DEB, normalement, la TVA n'est pas exonérée. La TVA française n'est pas exonérée. Donc, il était important de la souscrire. Aujourd'hui, il est décidé que cette DEB sera séparée en deux. On aura d'une part une fonction statistique utilisée uniquement pour les douanes. Cette fonction est obligatoire. Cette déclaration doit être déposée même si vous ne faites pas de livraison intracommunautaire ou d'acquisition intracommunautaire. Vous devez toujours souscrire cette déclaration statistique en indiquant néant si vous n'avez aucune opération intracommunautaire. Les données qui seront dans cette déclaration statistique, désormais, ne seront utilisées que par les douanes. L'administration fiscale ne pourra pas les utiliser. Et par contre, il faudra souscrire une seconde déclaration, celle-ci à destination de l'administration fiscale, pour vérifier que les informations déclarées dans la CA3 soient conformes avec les dispositions fiscales. Donc, c'est vraiment une fonction de surveillance des règles TVA. Donc, je rappelle que la DEB doit être souscrite pour toutes les livraisons de biens à destination d'un pays de l'Union européenne, mais également pour les acquisitions lorsqu'elles sont supérieures à 460 000 €. Et ces mesures s'appliquent dès le 1er janvier 2022. Alors, on rappelle ici une mesure qui a été votée en 2019 qui concerne le régime de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Vous avez dû en entendre parler. Initialement, lorsque vous importiez un bien en France, la TVA était due au moment du passage de la frontière, donc elle a été payée auprès des douanes. Elle était déclarée sur la déclaration douanière et elle était payée auprès des douanes. Et après, vous pouviez déduire cette TVA d'importation dans votre déclaration CA3. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, on a une autoliquidation qui est automatique à l'importation. C'est-à-dire que vous ne payez plus de TVA au moment de l'importation du bien, mais vous devez déclarer sur votre CA3 l'importation et déduire en même temps la TVA correspondante. Donc, c'est comme pour les acquisitions intracommunautaires, c'est le même système. La TVA est collectée et déduite sur la même CA3. Alors, il y a une mesure de simplification, c'est qu'à partir des données que vous avez communiquées aux douanes, votre CA3 est désormais pré-rempli de ces données. Alors, il est important, par contre, de disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire français. Il est désormais obligatoire, même pour les entreprises finalement qui ne sont pas établies en France, et il faut être soumis au régime réel normal d'imposition de la TVA. Donc, soit par dépôt mensuel ou trimestriel des déclarations, mais on ne peut plus être au régime d'impôt simplifié. Il faut contacter l'administration fiscale si vous faites des importations pour vraiment être au régime réel. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez une CA3 qui sera pré-remplie. Il conviendra de vérifier que les données pré-remplies correspondent à ce que vous avez bien indiqué aux douanes. Et donc, vous auto-liquiderez la TVA, ce qui est quand même un gain de trésorerie, vu que vous n'aurez pas de TVA à payer par anticipation. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Pauline Massé pour les mesures qui concernent les particuliers. Alors, s'agissant des nouvelles mesures applicables aux particuliers.
Alors, la loi de finances relève, donc, comme chaque année, les limites de chacune des 5 tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu 2021, dans la même proportion donc, que la hausse prévisible des prix à la consommation pour l'année 2021, soit de 1,4%. Alors, la loi de finances proroge également donc, divers régimes de faveur, donc soit jusqu'au 31 décembre 2024, 31 décembre 2023 ou seulement d'une année. Des clarifications sont également apportées au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Alors, pour mémoire, les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d'impôt. Ainsi, par principe, seuls les services rendus au domicile du contribuable rentrent dans le champ d'application de ce crédit d'impôt. Par exception, la doctrine administrative admettait que soient prises en compte également les prestations de services exercées en dehors du domicile du contribuable, dès lors que celles-ci étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d'activités effectuées au domicile. Par une décision du 30 novembre 2020, le Conseil d'État avait annulé cette tolérance administrative. Donc, toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2020, le ministère chargé des comptes publics avait précisé que les contribuables pouvaient toujours se prévaloir de cette tolérance administrative. Finance pour 2022 vient légaliser cette tolérance en prévoyant que les prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable sont éligibles au crédit d'impôt si ces prestations sont comprises dans une offre incluant un ensemble d'activités effectuées au domicile. Donc, par exemple, l'accompagnement des enfants sur le parcours entre l'école et le domicile continue d'être éligible au crédit d'impôt dès lors qu'il est lié à la garde d'enfants à domicile. Alors, à ce titre, il convient de noter qu'à compter de la fin du mois de janvier 2022, donc, tout particulier employeur pourra bénéficier d'une avance immédiate de crédit d'impôt via le nouveau service CESU+, mis en place par l'URSSAF. Donc, grâce à ce service CESU+, le crédit d'impôt pourra être automatiquement déduit des dépenses engagées pour le recours à un salarié à domicile. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette avance, il convient d'activer, donc en accord avec le salarié, le service CESU+ directement sur votre espace, sur votre tableau de bord du site de l'URSSAF. Donc, via ce service, vous pourrez visualiser le montant de crédit d'impôt consommé et celui encore disponible. Alors, le régime d'imposition des gains de cession d'actifs numériques, tels que les bitcoins, est aménagé par la loi de finances. À compter du 1er janvier 2023, donc les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques réalisés par un contribuable à titre professionnel seront non plus imposés dans la catégorie des BIC, mais dans la catégorie des BNC. Donc, la loi de finances vient donc préciser les critères du caractère professionnel de ces opérations. Donc, le caractère professionnel des opérations ne sera plus apprécié en fonction de leur caractère habituel, mais au regard des conditions de leur réalisation. Seront ainsi considérées comme étant réalisées à titre professionnel les opérations qui auront été réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s'y livrant à titre professionnel. Comme par exemple donc, les contribuables qui recourent à des à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes. À l'inverse, lorsque les produits de cession d'actifs numériques seront considérés comme ayant été réalisés à titre non professionnel, ils seront imposables selon le PFU de 2.12.8 ou sur option expresse et irrévocable du contribuable selon le barème progressif de l'IR. Alors, une dernière actualité intéressant les particuliers concerne le dispositif MaPrimeRénov'.
Alors pour mémoire, l'aide MaPrimeRénov' est une aide donc à la rénovation énergétique qui remplace depuis le 1er janvier 2020 le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le CITE, et les aides ANA. Et donc cette prime MaPrimeRénov' prend la forme d'une prime unique versée par l'ANA à la fin des travaux. Donc le montant de cette aide est fonction notamment des revenus du foyer fiscal et du gain écologique retiré des travaux qui sont réalisés dans l'habitation principale. Donc la loi de finances pour 2022 prolonge ce dispositif pour l'année 2022 et en revanche, dorénavant, seuls les travaux réalisés dans les logements achevés depuis au moins 15 ans seront éligibles à cette prime. Alors, mon collègue, M. Charrère, va maintenant donc, finir cette présentation de loi de finances en vous exposant les nouvelles mesures relatives aux impôts locaux et contrôles fiscaux. Alors, comme vous savez, il y a une révision des valeurs locatives qui a été mise en place en 2020 pour les locaux d'habitation afin de réévaluer la valeur locative des biens qui sert donc de base d'imposition pour les taxes d'habitation, même si celle-ci a vocation à être supprimée pour les résidences principales, mais également pour les taxes foncières. Donc, cette révision va être échelonnée dans le temps, comme ça a été le cas, par exemple, pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. L'administration donc est en train de mettre à jour ces bases de données et pour certains biens d'exception, il est difficile pour elle d'évaluer la valeur locative de ces biens. Donc, il a été décidé de créer une nouvelle obligation déclarative qui devra être faite au plus tard le 1er juillet 2023. À ce jour, on n'a évidemment pas ce formulaire et donc l'administration fiscale nous communiquera le formulaire normalement en 2023 à déposer pour ces locaux d'habitation d'exception. Alors, ce sont des locaux qui sont vraiment exceptionnels, hein. Ce sont les châteaux, les maisons classées ou inscrites au patrimoine, des monastères. Et donc là, il faut faire une évaluation directe pour apprécier la valeur locative de ces biens. Et donc pour cela, il sera prévu cette déclaration qui est spécifique. Il convient néanmoins de souligner que la loi de finances ne prévoit pas de sanction si on ne dépose pas cette déclaration. On a seulement une sanction de droit commun, mais qui n'est pas applicable en cas de première infraction. Donc, si l'administration fiscale, si vous ne déposez pas la déclaration, finalement, vous n'avez aucune sanction, sauf si l'administration fiscale vous enjoint de la déposer et que là, vous ne le faites pas. Évidemment, vous aurez une pénalité. On rappelle également que la taxe d'habitation donc a vocation à être supprimée. Elle a été initiée en 2018. Aujourd'hui, elle continue finalement à être réduite pour les foyers fiscaux qui sont encore imposés sur la taxe d'habitation. Alors tout d'abord, cette suppression ne concerne que les résidences principales et pour l'année 2022, l'allègement sera de 65% pour ceux qui ne sont pas encore exonérés. Normalement, la suppression de la taxe d'habitation sera pour l'année 2023, sauf changement de gouvernement l'année prochaine. Concernant les contrôles fiscaux, on vous a rappelé, on a mis en avant deux petites mesures. Une qui fait suite à une décision du Conseil constitutionnel de mai 2021 qui déclare l'amende de 50% pour défaut de facturation contraire au principe de proportionnalité des peines. Alors, pour rappel, le professionnel qui ne respecte pas son obligation de délivrance d'une facture est redevable d'une amende qui est égale à 50% du montant de la transaction. Cette amende, néanmoins, peut être réduite à 5% lorsque le contribuable apporte la preuve dans les 30 jours que l'opération a été régulièrement comptabilisée. Donc, ce sont des amendes qui peuvent être très importantes et le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y avait pas de proportionnalité des peines parce qu'il n'y avait pas de plafond qui était prévu. Donc, la loi de finances se met en conformité avec la Constitution et prévoit désormais la même peine, donc toujours 50% du montant de la transaction, réduite à 5% si on apporte la preuve
que l'opération a été comptabilisée, mais désormais on a un plafond, enfin 2 plafonds, 375 000 € par exercice si on n'apporte pas la preuve de la comptabilisation de l'opération et 37 500 € par exercice si la transaction a été bien comptabilisée. Donc ce sont donc quand même des amendes qui peuvent être très importantes. Une dernière mesure, ce qui est un droit de communication, d'information par les greffiers des tribunaux de commerce. Alors, l'administration fiscale pouvait dès à présent demander aux greffiers des tribunaux de commerce certaines informations. Aujourd'hui, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent transmettre spontanément à l'administration fiscale tout renseignement et tout document de nature à faire présumer une fraude ou une manœuvre quelconque ayant pour objectif de frauder l'impôt. Donc avant, il fallait une demande réelle de l'administration fiscale, maintenant les greffiers le font automatiquement, peuvent le faire automatiquement. Évidemment, cela ne concerne que les documents et les informations que les greffiers recueillent dans l'exercice de leur mission. Donc par exemple au registre du commerce et des sociétés, au registre des bénéficiaires effectifs. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2022. Donc il est préférable maintenant de bien vérifier que toutes les informations communiquées aux greffiers ne montre pas tout mécanisme de fraude à l'impôt, évidemment. Voilà, la loi de finances est terminée. Je passe maintenant ma collègue à Muriel pour parler des actualités sociales. Bonjour à tous. Alors, vous voyez que le soleil s'est levé sur Colmar. J'ai essayé de me décaler un petit peu pour que vous nous voyiez mieux. Alors, Muriel Martinez-Villeman, je suis juriste en droit social et donc je vais vous présenter les actualités sociales de ce début d'année. Alors, c'est vrai que l'actualité reste marquée par le Covid. On a encore pas mal de mesures sur l'activité partielle notamment. Donc, on va voir dans un premier temps les principales mesures de la loi de finances. Puis, les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale. Ensuite, on va faire un focus sur quelques mesures qui sont liées à la crise sanitaire. Ensuite, on verra quelques mesures en bref. Et enfin, quelques chiffres. Micro. Est-ce que vous m'entendez? Pardon. Alors, je reprends. Au niveau de la loi de finances. Donc, comme je vous disais, on a eu certaines mesures qui ont été pérennisées dans le Code du travail, puisque lorsque, en 2020, il y a eu l'épidémie de la Covid-19, l'activité partielle en place n'était pas adaptée à la situation, puisque de nombreux salariés se sont retrouvés sans travail et certains salariés ne pouvaient bénéficier de l'activité partielle, notamment les salariés en forfait jour, les apprentis, les cadres dirigeants, les salariés qui avaient des conventions de forfait en heures, par exemple de 169 heures par mois, ainsi que les salariés, par exemple, des HR qui ont des durées collectives de travail supérieures à 35 heures. Donc, pour pouvoir ajuster l'activité partielle à ces salariés, il y avait eu des mises en place des mesures transitoires, provisoires, qui ont finalement été pérennisées dans le Code du travail. Donc, désormais, tous ces salariés peuvent bénéficier de l'activité partielle, parfois sous condition. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu périn et qui est inscrit dans le Code du travail, donc aux articles L5122-3 et suivants du Code du travail.
Alors, ensuite, on continue avec l'activité partielle. Alors, il y a eu de l'activité partielle qui a été prolongée pareil, mais jusqu'au 31 décembre 2022, donc à titre provisoire. Donc, certains salariés, notamment les salariés des entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France, qui payent quand même leurs cotisations en France, du coup, peuvent bénéficier de l'activité partielle, donc jusqu'au 31 décembre 2022. C'est aussi le cas des salariés des EPIC. Ensuite, on sort un petit peu de l'activité partielle. Il y a eu une petite disposition qui est venue revoir le statut des jeunes entreprises innovantes, puisque les entreprises peuvent bénéficier de ce statut à condition d'avoir moins de 11 ans d'ancienneté, alors qu'avant c'était 8 ans. Donc, on a prolongé un petit peu la possibilité pour les entreprises de relever du dispositif des jeunes entreprises innovantes. On a également eu la prolongation de certains dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté, donc jusqu'au 31 décembre 2023, notamment les BER et les ZRR, donc qui sont vraiment des dispositifs spécifiques. Comme autre mesure au niveau de la loi de finances, on a les pourboires volontaires. En fait, il y a eu une disposition qui est venue prévoir que les pourboires versés volontairement aux salariés, notamment des HCR, donc des hôtels, cafés, restaurants, soit par la clientèle directement ou lorsque c'est collecté par l'employeur, il y a une exonération donc des pourboires qui sont versés aussi bien sociales et fiscales, donc pour ceux qui seraient remis volontairement par les clients en 2022 et 2023. Donc, ça concerne les salariés qui perçoivent une rémunération qui n'excède pas 1,6 SMIC, sachant que, par exemple, les pourboires volontaires sont exclus de cette appréciation. Ensuite, concernant l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, on avait un petit doute ou on va dire des petites discussions sur l'effectif à prendre en compte pour calculer cette obligation. Et donc, la loi de finances est venue préciser que la période à retenir pour apprécier l'effectif d'assujettissement à cette obligation est l'année au titre de laquelle la contribution est due. Enfin, comme dernière mesure de la loi de finances, c'est la mise en œuvre du transfert de la collecte par l'URSSAF ou la MSA des contributions à la formation professionnelle à compter de 2022. Donc, ça va s'échelonner dans le temps. Donc, voilà pour les dispositions de la loi de finances. Maintenant, on va avoir donc les principales mesures issues de la loi de financement de la sécurité sociale de 2022. Et pour commencer, on va parler des travailleurs indépendants. Alors, il y a eu pas mal de mesures dans cette loi sur les travailleurs indépendants. C'est un petit peu dans la logique actuelle du gouvernement d'essayer de favoriser le travail indépendant. Donc, on prévoit l'autoliquidation des cotisations sociales des travailleurs indépendants qui est élargie et qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 sur demande des travailleurs indépendants, sauf pour les professions libérales où ça comptait de janvier 2023. En fait, jusqu'à présent, c'était que réservé à certains publics et à certains territoires. Donc là, on élargit vraiment à quasiment tout le monde et sur tout le territoire national, et c'est pour les cotisations recouvrées par l'URSSAF et la CGSS. Ensuite, on essaye ainsi de privilégier cette autoliquidation en supprimant la majoration de retard en cas de sous-estimation du revenu estimé plus d'un tiers. Jusqu'à présent, il y avait des majorations de retard sur les cotisations et contributions dues qui auraient été sous-estimées. On a aussi le recouvrement des cotisations de la CIPAV par l'URSSAF et la CGSS qui est prévu au 1er janvier 2023. On a également une modification du statut de conjoint collaborateur à compter de cette année. On l'ouvre désormais au concubinage. C'est limité à 5 ans, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque c'était à durée indéterminée. Et cette limite de 5 ans n'est pas applicable si le conjoint a atteint 67 ans avant le 1er janvier 2032. Au-delà donc des 5 ans, il faudra faire un choix entre le statut de conjoint associé ou à défaut le salarié ou à défaut le statut de salarié en cas d'activité donc du conjoint dans l'entreprise. Donc il y a certainement une modification de l'assiette des cotisations qui va intervenir suite à ces changements. Ensuite, on a quelques mesures en matière d'indemnité journalière de la sécurité sociale. Alors, il y avait un calcul dérogatoire qui avait été mis en place pour le calcul pour les IJSS maladie et maternité. Donc, il est prorogé en 2022. En fait, c'est calculé sur les 3 dernières années. Donc là, ça serait 2019 à 2021. Et donc, on enlève 2020 pour calculer donc le droit, les IJSS. Et donc, on prend le plus favorable entre la règle du coup légale et ce calcul dérogatoire. Donc, c'est comme dit pour l'année 2022.
Ensuite, on a des modifications en cas de maladie lorsqu'il y a un cumul emploi-retraite. Donc, il y a jusqu'à 60 jours d'IJSS maladie qui sont octroyés à compter du 1er janvier 2022. Donc, ça, c'est pour qu'il y ait une certaine égalité de traitement. Mais ce n'est pas applicable pour les avocats. Ensuite, on a un nouveau cas de maintien de droit lorsque le nouvel emploi conduit à des IJSS nuls ou faibles. Donc là, il y a les droits qui sont calculés sur la base du précédent emploi, même si la personne n'a pas des conditions d'ouverture des droits. Donc là, on va changer un petit peu de thème. On va passer à la retraite progressive. Donc, les salariés peuvent demander à bénéficier d'une activité à temps partiel, entre 40 et 80%, et bénéficier d'une fraction de prestation de retraite. Ça s'appelle donc la retraite progressive. Ça permet aux salariés donc, de réduire progressivement leur activité tout en ayant un complément de revenus. Et donc, ça leur permet également d'acquérir des droits à la retraite sur l'activité travailler à temps partiel. Et jusqu'à présent, la retraite progressive était exclue pour les salariés, notamment en forfait annuel en jours, aux dirigeants assimilés salariés. Et donc, la loi de financement de la sécurité sociale est venue un petit peu réparer cette injustice qui avait été contestée devant les tribunaux. Et donc, est venue étendre la possibilité de bénéficier d'une retraite progressive aux salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jour et aux dirigeants assimilés salariés. La loi de financement de la sécurité sociale est aussi venue créer un congé, est venue élargir le champ d'application du congé de proche aidant, puisque en fait ce congé permet aux salariés dont un proche présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité de bénéficier d'un congé. Et donc la loi de financement de la sécurité sociale est venue enlever cette notion de particulière gravité. Donc, ce qui permet d'étendre son champ d'application. Et donc, on prévoit que les salariés qui bénéficient de ce congé auront une allocation journalière alignée sur le SMIC journalier, à condition, bien sûr, que ça ne leur procure pas plus de revenus que s'ils avaient travaillé. Alors, il y a une facilitation également du droit de communication des organismes de sécurité sociale, notamment avec les tiers. Le TZ et le CEA, il y a une possibilité d'adhérer à compter du 1er janvier 2004, donc ce n'est pas pour maintenant, uniquement pour une partie des salariés, puisque récemment ça avait été un petit peu restreint, puisqu'il fallait adhérer pour tous les salariés. On remet en place la possibilité d'adhérer que pour une partie, mais comme dit, que à compter du 1er janvier 2024. Concernant l'indemnité complémentaire d'activité partielle qui peut être versée par certains employeurs pour un petit peu compléter l'indemnité légale d'activité partielle, on prévoit qu'il y a une prolongation du régime social transitoire pour 2022. Alors, je vous rappelle, en fait, qu'en matière d'activité partielle, bien souvent, les salariés ont une perte de revenus. Du coup, les employeurs peuvent décider par décision unilatérale ou par accord collectif de mettre en place une indemnité complémentaire d'activité partielle. Et normalement, cette indemnité devrait être soumise comme du salaire. Or, suite à l'épidémie de la Covid-19, on est venu dire que l'indemnité complémentaire d'activité partielle suivait le même régime que l'indemnité légale et était soumise comme un revenu de remplacement, sauf si l'indemnité légale et l'indemnité complémentaire excèdent 3,15 SMIC horaires. Concernant l'aide au paiement Covid-2 et Covid-3, dont ont pu bénéficier certaines entreprises de moins de 250 salariés, il y a une possibilité d'imputer le solde du montant de ces aides sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2022. Là, on retombe un petit peu sur des mesures plus en lien avec le Covid. Pareil pour la prise en charge dérogatoire par l'assurance maladie des arrêts liés au Covid. Donc, c'est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Comme vous le savez, lorsqu'on bénéficie d'un arrêt de travail lié au Covid, le salarié peut percevoir des IJSS sans minimum d'activité ou de cotisation, sans délai de carence. Et on ne prend pas en compte les éventuelles périodes d'absence antérieures pour apprécier la durée maximale du coût de bénéfice des IJSS. Donc, ces mesures sont prolongées donc jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, on reste sur la situation liée au Covid-19. On va voir quelques mesures qui sont liées à la crise sanitaire, même si vous voyez qu'il y avait déjà plusieurs mesures qui ont été prévues par la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale.
Donc tout d'abord, je vous ai fait un petit rappel sur les mesures d'isolement. Alors on ne va pas s'apesantir trop dessus parce que c'est des mesures quand même qui changent régulièrement. Il faut vraiment regarder régulièrement notamment le site d'Amélie pour voir quelles sont les dispositions applicables aux personnes positives, aux personnes cas contact, parce que vous voyez, il y a une distinction selon qu'on a un schéma vaccinal complet ou non. Ça, c'est donc quand on est positive. Ensuite, pour les cas contacts, vous voyez qu'il y a aussi une distinction entre schéma vaccinal complet ou personnes ayant contracté la Covid dans les 6 mois ou non. Donc voilà, je vous l'ai mis à titre de rappel, hein, comme c'est quand même des choses qui sont importantes et qui impactent actuellement pas mal les entreprises. Alors, concernant l'activité partielle, jusqu'au 31 janvier 2022, donc c'est demain, beaucoup d'entreprises pourront encore bénéficier d'une allocation d'activité partielle calculée au taux de 70%. Alors, c'est vrai que c'est jusqu'au 31 janvier 2022. Maintenant, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, on imagine que ça risque d'être prolongé encore un petit peu. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important quand même de l'avoir bien en tête. Donc, peuvent bénéficier d'une indemnisation de 70%, donc indemnisation pour l'employeur. Les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public, qui subissent une interruption d'activité par décision administrative en raison de la crise sanitaire. Donc là, comme vous le savez, c'est notamment tout ce qui est discothèque, les jauges qu'on impose dans certains lieux. Ensuite, c'est tout ce qui est interdiction de consommer debout dans les cafés et restaurants. Voilà. Ensuite, on a les établissements qui sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières, des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation prise des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Alors, en résumé, c'est en gros tout ce qui est zone confinée ou lorsqu'il y a des couvre-feux d'appliquer. Donc là, elles ont droit à une indemnisation à hauteur de 70% si elles subissent une baisse d'au moins 60% de chiffre d'affaires. Ensuite, on a les entreprises les plus affectées des secteurs protégés connaissent, S1, S1 bis, S2, si elles subissent une baisse d'au moins 65% du chiffre d'affaires, au lieu de 80% auparavant. Donc ça, c'est applicable depuis le 1er décembre 2021. Donc, c'est vrai qu'on a une petite augmentation, qu'on a la possibilité qui est plus étendue de bénéficier des 70% pour ces secteurs. Par contre, c'est vrai que comme vous l'avez peut-être remarqué, les chalandistes de stations de ski ne peuvent plus bénéficier de cette indemnisation. Et on n'a pas reconduit certains autres dispositifs comme la possibilité d'individualiser l'activité partielle ou le bénéfice de l'activité partielle pour des salariés portés, des particuliers employeurs. Donc voilà, il y a quelques mesures qui persistent, d'autres qui sont supprimées. Et donc, à voir, affaire à suivre, si au 1er février 2022, tout le monde rebascule sur les 36% d'indemnisation pour l'employeur et 60% pour le salarié. Donc là, je vous ai indiqué un petit tableau récapitulatif d'indemnisation jusqu'au 31 janvier 2022 pour l'activité partielle. Je vous laisserai y jeter un œil. Donc, vous avez bien la différence entre l'indemnisation du salarié et l'indemnisation de l'employeur. Et donc, notre dernier cas que je vous indiquais, c'était les 70%, les deux dernières colonnes finalement. Hein. Alors ensuite, on a certaines mesures qui sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2022. Donc 31 décembre, c'est toute l'année 2022 dans ce cas-là. Donc c'est l'application de la rémunération mensuelle minimale aux salariés à temps partiel, aux travailleurs temporaires. La possibilité de mettre en activité partielle de manière imposée les salariés protégés. Donc, on n'a pas besoin de leur demander leur accord. Mais il faut par contre que ça affecte tous les salariés de l'entreprise, du service auquel ils sont rattachés. Tout ça pour éviter des discriminations. Hein. Ensuite, il y a la non-application de la règle prévoyant une majoration de l'indemnité d'activité partielle en cas de formation. Comme vous le savez, quand on est en activité partielle, si je puis dire classique, les salariés qui sont en activité partielle et qui ne travaillent pas, ne font pas de formation, ont une indemnisation réduite, hein, comme on l'a vu, les 60-36%. Et pour les salariés qui suivent une formation, normalement, il y a un maintien. Donc là, ce n'est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2022. Concernant les durées maximales d'autorisation d'activité partielle, alors ça, c'est assez intéressant puisque vous avez certainement entendu que vous pouviez faire, si vous aviez une baisse d'activité liée à la Covid, vous pouviez faire des demandes d'autorisation d'activité partielle de 3 mois, renouvelables sur 3 mois, dans la limite des 12 mois consécutifs.
Donc, les entreprises qui avaient eu recours à l'activité partielle à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 ne pouvaient plus faire de demande d'autorisation d'activité partielle. Or, la situation sanitaire est toujours compliquée. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà eu recours à l'activité partielle en 2021 qui en ont encore besoin pour 2022. Donc, pour ces entreprises qui feraient des demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle de un salarié entre le 1er janvier et 31 mars 2022, on ne prendra pas en compte l'activité partielle qui a été réalisée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Donc, ils pourront encore bénéficier de l'activité partielle. Encore l'activité partielle, mais ce coup-ci pour les salariés vulnérables et les gardes d'enfants. Alors, les salariés vulnérables, ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Hein, vous savez, c'est des salariés qui remplissent des critères de vulnérabilité qui sont définis, hein, notamment s'ils sont âgés de plus de 65 ans, s'ils ont des antécédents cardiovasculaires, une insuffisance rénale chronique sévère, voilà, peuvent bénéficier donc de l'activité partielle au titre de leur vulnérabilité. Alors, il y a des conditions qui avaient été rajoutées, notamment être affecté à un poste susceptible d'exposer les salariés à de fortes densités virales et qui ne peuvent pas recourir totalement au télétravail ou bénéficier de mesures de protection renforcées sur leur lieu de travail. Donc, ces salariés sont considérés comme des personnes vulnérables et peuvent bénéficier de l'activité partielle à ce titre. Il y a des certificats qui doivent être mis à l'employeur pour en bénéficier. Concernant la garde d'enfants, aussi, les salariés qui sont contraints de garder leurs enfants suite à la fermeture de la classe de l'enfant ou parce que leur enfant est cas contact peuvent bénéficier de l'activité partielle pour garder leurs enfants. Donc, dans le cadre de l'indemnisation des salariés vulnérables et des gardes d'enfants, donc jusqu'au 31 juillet 2022, l'indemnité versée aux salariés est de 70% et il y a un remboursement de l'employeur de 70%. Donc, il y a eu un zéro reste à charge dans ces cas-là. Je tiens à préciser parce que nous avons eu plusieurs questions. Les enfants, lorsqu'ils sont considérés comme quand ils sont positifs à la Covid-19, les parents qui doivent garder les enfants dans ce cas-là ne relèvent pas de l'activité partielle. Ils relèvent normalement de la sécurité sociale. C'est des arrêts dérogatoires dont ils doivent bénéficier. Donc, c'est vraiment pas de l'activité partielle. Il faut bien remplir les bonnes cases, par contre, sur le site Amélie pour relever du bon dispositif. Hein. Dans le cas d'un enfant positif, c'est pas de la garde d'enfant. C'est vraiment le salarié considéré en fait comme cas contact. Alors, on en parlait avant des salles de danse, discothèques. Donc, il y a des exonérations de charges qui sont prévues, hein, puisqu'ils ont une interdiction d'ouverture actuellement. Il y a des réactivations des mesures Covid-2, des exonérations et d'aide au paiement. Alors, il y a eu un communiqué tout récent du Premier ministre Jean Castex qui est venu dire qu'il y aurait également un dispositif d'aide au paiement et d'exonération de cotisation qui serait certainement mis en place pour les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, des traiteurs, de l'événementiel et des agences de voyage. Donc, il y a un décret qui devrait intervenir prochainement sur ce point-là. Ensuite, alors je vous ai marqué vers un pass vaccinal, point d'interrogation. Alors, vous avez certainement entendu, la loi a été adoptée, il y a des saisines du Conseil constitutionnel, donc pour l'instant, elle n'est pas encore promulguée et officielle, mais la loi mettant en place le pass vaccinal a quand même été adoptée par les assemblées. Du coup, normalement, ce pass vaccinal devrait être applicable aux personnes de 16 ans et plus. Un décret devrait intervenir prochainement pour préciser les conditions aussi de ce pass vaccinal. Normalement, les gens qui s'engagent dans un processus de vaccination pourraient certainement en bénéficier. Ceux qui ont des certificats de rétablissement, voilà. Donc, on attend des précisions par décret. Normalement, le pass sanitaire serait valable uniquement pour les enfants de 12 à 15 ans. Cette loi prévoit aussi un renforcement des contrôles et des sanctions et des amendes administratives en cas de situation dangereuse liée à la Covid-19. Alors, par situation dangereuse, vous savez, c'est notamment les entreprises qui ne mettent pas en place du télétravail lorsque l'emploi de leurs salariés le permet. Hein. Alors, vous voyez, on vous parlait, vous avez certainement entendu, avec le télétravail qui avait été rendu, entre guillemets, obligatoire pour le mois de janvier. Vous aviez certainement entendu parler de ces amendes administratives. Donc là, ça vise notamment le télétravail, mais pas que. Hein. On parle d'amendes administratives en cas de situation dangereuse liée à la Covid-19. Donc le télétravail possible, mais non mis en place, en fait partie, mais ce n'est pas les seules mesures devant être mises en place par l'employeur. Donc pareil,
enfin, je vous parle entre parenthèses du protocole d'entreprise, hein, que vous avez aussi, je pense, l'habitude de consulter, qui évolue régulièrement. C'est intéressant de le consulter effectivement de temps en temps parce qu'il est vraiment mis à jour en fonction de l'actualité. Alors, c'est sûr que le protocole d'entreprise n'a pas une valeur contraignante, hein, comme la loi. C'est des recommandations, mais c'est vrai qu'avec ces amendes administratives en cas de situation dangereuse liée à la Covid-19, on peut quand même s'appuyer sur ce protocole pour éventuellement sanctionner les entreprises qui ont quand même une obligation de santé et de sécurité à l'égard de leurs salariés. Alors maintenant, en bref, quelques mesures. Alors, il y a des nouvelles informations apportées sur le bulletin de paie à compter du 1er janvier 2022 au niveau du net imposable, du prélèvement à la source, des exonérations de cotisations employeurs. Donc, c'était bien souvent des montants qui figuraient déjà sur les bulletins de paie. Il y a également une obligation désormais de verser le salaire ou les prestations sociales sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est le bénéficiaire ou du moins est codétenteur. Ça, c'est la loi égalité professionnelle et économique qui est venue mettre en place cette obligation pour un petit peu notamment éviter, préserver les éventuelles personnes qui seraient maltraités entre guillemets par leur conjoint. Donc voilà, pour qu'ils perçoivent réellement leur salaire en leur nom propre. Ensuite, concernant l'index égalité professionnelle, alors ça c'est pour les entreprises d'au moins 50 salariés qui ont tenu, vous savez, de calculer et publier au 1er mars de chaque année un index égalité professionnelle qui vise à mesurer justement les écarts entre des rémunérations, notamment entre les hommes et les femmes. Donc l'obligation de publication porte désormais sur l'ensemble des indicateurs et non plus sur la note globale. Il doit se faire de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise et sur le site du ministère du Travail. Donc il y a des décrets qui devraient paraître. Et pour les employeurs qui n'atteindraient pas la note de 75 points, qui doit donner normalement lieu à des mesures correctrices, ils doivent désormais publier par une communication externe et interne à l'entreprise les mesures de correction prévues, ainsi que les objectifs de progression de chacun des indicateurs. Donc ça entre en vigueur là. Par contre, comme dit, il y a des décrets à apparaître, donc c'est quelque chose qui reste à suivre. Alors, au niveau de cette loi égalité économique et professionnelle, il y a également juste quelques mesures qui visent notamment à encourager le télétravail pour les femmes enceintes ou qui visent le quota de femmes dirigeantes. Alors, concernant les aides à l'embauche, il y a la création d'une aide pour l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation. Donc, c'est pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Alors, c'est pour des demandeurs d'emploi qui ont 30 ans ou plus, qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi et l'aide est de 8 000 € maximum pour la première année. Il y a aussi une prolongation des aides exceptionnelles liées à la Covid pour les employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, donc jusqu'au 30 juin 2022. Et donc, ça permet de bénéficier de 5 000 € quand ils ont moins de 18 ans et de 8 000 € lorsqu'ils ont 18 ans et plus. Dispositif prolongé également jusqu'au 31 décembre 2022, c'est les emplois francs. Donc, c'est des contrats qui sont réservés à des personnes qui habitent dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont embauchées en CDI ou en CDD de 6 mois au moins. Et donc, c'est une aide de 5 000 € pour les salariés en CDI, 2 500 € par an pendant 2 ans pour les CDD d'au moins 6 mois. Et pour les CDI, c'est pendant 3 ans. Ensuite, il y avait des aides Covid qui avaient été mises en place par la GFI qui sont prolongées jusqu'au 28 février 2022. C'était notamment des aides qui avaient pour but d'aider les entreprises à acheter, par exemple, des masques inclusifs, vous savez, qui permettent de voir du coup la bouche des personnes. Il y avait des aides aussi pour aider au télétravail, pour prendre des mesures de prévention en fait en lien avec la Covid. Donc, c'est aussi prolongé. Donc, il y a un nouveau congé spécifique. Alors, en cas d'annonce chez un enfant d'un cancer ou d'une pathologie chronique qui nécessite un apprentissage thérapeutique, donc les salariés qui se trouvent malheureusement dans ce cas-là auront le droit à 2 jours de congé. Et il y aura un décret à apparaître concernant notamment les pathologies chroniques incluses dans ce congé. Concernant l'entretien professionnel, comme vous le savez, il doit être organisé tous les 2 ans et au bout des 6 ans, de 6 ans, il faut faire un bilan. Si on n'a pas mené à bien ces entretiens, on est censé faire un abondement de 3 000 € sur le compte des salariés. Donc, la date limite de versement de l'abondement
elle est fixée du coup au 31 mars 2022 et c'est pour les entretiens dont l'échéance survenait en 2020 et 2021. Donc dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Seules les entreprises d'au moins 50 salariés qui auraient manqué à leurs obligations doivent faire cet abondement du compte personnel de formation. Alors, le titre mobilité, alors vous en avez certainement entendu parler du forfait mobilité durable qui a pour objet de permettre aux entreprises, donc de manière volontaire, de prendre en charge une partie des coûts liés au déplacement entre le lieu de vie des salariés et leur lieu de travail s'ils utilisent des moyens vertueux de transport, par exemple les cycles, ou alors du covoiturage. Donc, les entreprises peuvent mettre en place donc, des forfaits de mobilité durable. Et donc, la limite, c'est 500 € et 600 €, c'est un cumul entre le forfait et le remboursement des transports publics. Et donc, les entreprises ont la possibilité de souscrire, comme on souscrit au titre restaurant, des titres mobilité qui permet en fait aux salariés de payer finalement à la station-service, au magasin de vélo. Donc, c'est une solution de paiement qui est émise par un prestataire, comme les titres restaurants. Et donc, ça a compté du 1er janvier 2022 que les entreprises peuvent le mettre en place. Alors, ça, c'est une petite parenthèse pour les chèques cadeaux. Si vous vouliez en émettre, il y a une prolongation de la possibilité de verser les chèques cadeaux pour les fêtes de fin d'année de 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. Et ces chèques, dans ce cas-là, seraient exonérés à hauteur de 250 €. Alors, concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, alors vous avez encore la possibilité de la verser à vos salariés jusqu'au 31 mars 2022. Donc, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc, c'est une prime qui peut être de 1 000 € ou 2 000 € sous condition, par exemple, d'avoir un accord d'intéressement, d'être une entreprise de moins de 50 salariés ou s'il y a des mesures de revalorisation des travailleurs de la deuxième ligne qui ont été mises en place. Donc, sinon, c'est 1 000 €. Donc, elle est exonérée jusqu'à 3 SMIC de rémunération. Et on peut moduler cette prime en fonction donc, de la classification, de la rémunération, de la durée de présence sur les 12 mois écoulés ou de la durée du travail. Par contre, on ne peut pas moduler la prime en fonction notamment de l'ancienneté ou du type de contrat de travail. Alors, comme dit, vous avez jusqu'au 31 mars 2022 pour verser cette prime qui est exonérée de cotisation et d'impôt sur le revenu. Alors, il y a eu la création du BOSS, du bulletin officiel de la sécurité sociale. Alors, c'est une base documentaire unique, gratuite et opposable qui recouvre en fait la doctrine administrative en matière de cotisation et de contribution sociale, un petit peu comme pour mes collègues fiscalistes, le BOFIP. Donc, ça va préciser notamment les règles d'assujettissement, les allégements et l'exonération, les avantages en nature et frais professionnels, les indemnités de rupture. Vous allez notamment trouver des précisions sur de l'actualité, comme l'indemnité inflation que vous avez dû verser et que vous devrez verser au plus tard le 28 février 2022. Donc, c'est une base qui est très intéressante et qui peut vraiment aider, je trouve, les entreprises au quotidien. Ensuite, petite parenthèse sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il y a eu des précisions du BOSS pour en bénéficier, justement. Le salarié doit faire partie de la liste des professions visées. Alors, dans ce cas-là, il y a notamment les ouvriers du bâtiment, les VRP, les ouvriers forestiers. Alors, ça vise, comme dit, des professions bien particulières. Le salarié doit supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Si l'employeur rembourse l'ensemble des frais ou que le salarié utilise la camionnette de l'entreprise pour aller sur le chantier, eh bien, on ne rentre pas dans la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'employeur doit informer annuellement chaque salarié du dispositif et des conséquences sur la validation de ses droits, puisque forcément, il a un abattement de cotisation, donc il cotisera sur une partie moins importante, notamment pour la retraite. Il faut recueillir du coup le consentement du salarié annuellement, sauf si cette déduction a été mise en place par accord collectif ou le CSE a donné son accord. Alors, il y a une petite période transitoire qui a été mise en place pour les contrôles ou en cas de contrôle pour des périodes courantes jusqu'au 31 décembre 2022, il ne devrait pas y avoir de redressement, ça sera simplement des demandes de mise en conformité. Donc, vous avez l'année pour bien revoir ça pour 2023. Alors, la protection sociale complémentaire, il y a des obligations nouvelles, notamment la mise en conformité des contrats d'assurance, voire des actes de mise en place
dans le cas des DUE avant le 1er juillet 2022 et qui doivent prévoir le maintien de la prévoyance en cas de suspension de contrat. Notamment, ça a été lié à l'activité partielle massive ces derniers temps, donc pour que les salariés continuent de bénéficier de la prévoyance pendant ces périodes. Il y a également une modification qui est importante, c'est les critères objectifs de définition des catégories de salariés et bénéficiaires qui va devoir être actualisé, comme vous le savez, pour que les cotisations que l'on verse au titre de la prévoyance, de la frais de santé ou de la retraite supplémentaire soient exonérées. Il faut qu'on vise une catégorie objective de salariés et donc que ça a un caractère également collectif. Et les critères objectifs permettant du coup de bénéficier de ces exonérations ont été modifiés suite à une suppression de la convention collective de 1947, puisqu'il y a un nouvel ANI pour les cadres qui a été conclu le 17 novembre 2017. Et donc maintenant, on doit faire référence aux articles de cette ANI, donc articles 2.1 et 2.2. Et pareil, pour les critères 2, concernant les seuils de rémunération, il y a une modification puisqu'on doit faire référence au seuil de rémunération égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. Sachant qu'on ne peut pas viser, par exemple, que la catégorie, 8 plafonds de la sécurité sociale comme catégorie objective. Sinon, ça reviendrait à donner la prévoyance ou la frais de santé qu'aux salaires les plus élevés. Alors, par contre, on a un petit délai de mise en conformité, puisque pour les contrats en cours, on a jusqu'au 31 décembre 2024 pour remettre à jour les contrats et pour mettre à jour, du coup, les actes de mise en place. Puisque quand ce n'est pas prévu par une convention collective ou qu'on va au-delà, il faut le mettre en place par décision unilatérale ou accord collectif. Par contre, pour les nouveaux contrats, ça entre en vigueur dès le 1er janvier 2022. Alors, pour finir, je vais vous montrer quelques chiffres clés. Comme vous avez certainement dû l'entendre, le SMIC a augmenté au 1er janvier 2022. Il est passé à 10,57 au lieu de 10,48 € par heure. Ensuite, on a une évolution du minimum garanti. Le plafond de la sécurité sociale reste le même qu'en 2021. Et pour la gratification des stagiaires, c'est 3,90 € par heure. 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Pour les frais de repas, donc là, on vous a remis quelques montants. Idem pour les frais de grand déplacement 2022. Concernant les titres restaurants, le montant de la participation patronale maximum a été fixé à 5,69 au 1er janvier 2022, sachant que la participation de l'employeur doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre. Et jusqu'au 28 février 2022, le montant maximum des titres restaurants qui peuvent être utilisés par la salariée est relevé à 38 € par jour. Et ils sont également utilisables les dimanches et les jours fériés quand ils sont utilisés chez des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons. Tout ça, c'est dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 pour un petit peu favoriser les secteurs qui ont eu un petit peu plus de mal ces derniers temps. On permet donc du coup aux salariés de les utiliser les dimanches et jours fériés alors que normalement, c'est que les jours de la semaine. Et en plus, on relève le plafond d'utilisation qui est de 38 €. Alors ensuite, concernant les avantages en nature nourriture, donc qui sont de 5 € par repas. Pour les HCR, c'est 3,76 € par repas. Et comme vous le savez, les mandataires sociaux et les dirigeants peuvent également bénéficier de cette évaluation forfaitaire. Voilà, on vous remercie pour votre attention. On reste à votre disposition si vous avez des questions à nous poser. Et comme Cyril vous l'a indiqué, vous pourrez retrouver cette présentation sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux.